vos matins prennent une autre dimension. Avec Aïssa sur Espace TV Europe. Nous y sommes pour la dernière de la semaine avec nos super invités, ces belles histoires que nous allons vous raconter, nées en terre d'Afrique ou ici en diaspora. Ils sont nombreux, ils sont lumineux, ils sont géniaux, ils viennent nous raconter leurs belles histoires autour de leur passion, de leur savoir-faire, de leurs histoires personnelles également. Nous allons recevoir encore des invités de marque tout au long de cette émission de 2 heures jusqu'à midi sur Espace TV Europe, le nouveau lien de la diaspora. Je vous rappelle que nous sommes disponibles sur le bouquet africain, visible sur Free, c'est le canal 440, sur Orange 589 et Bouygues 721. Merci d'être nombreux à nous suivre également via la chaîne YouTube de l'émission et sur les différents réseaux sociaux. Alors, une résonance particulière autour du livre, ça va être l'essentiel de notre propos aujourd'hui avec notamment tout à l'heure Nadège Guillard. Elle est psychologue, elle est auteure. Elle est spécialiste en accompagnement des transitions et des transformations à travers notamment le comptoir psy où elle consulte, c'est dans le 91 à Massy. C'est un centre de psychiatrie pluridisciplinaire, de psychologie pluridisciplinaire qui regroupe des professionnels de la santé mentale et du mieux-être. Elle va venir nous parler de son actualité à travers son nouvel ouvrage. Ça s'appelle Le meilleur pour mon enfant, faire grandir avec ses origines et les neurosciences. C'est le sujet de ce livre et paru aux éditions First et publié il y a quelques semaines. Nous accueillerons tout à l'heure Sylvain Pouokem Fopa. Il est professionnel du cinéma et de la distribution audiovisuelle en Afrique. Il est basé à Dakar. Depuis mars 2023, il est responsable distribution Afrique subsaharienne pour Pathé BC Afrique depuis les bureaux de Pathé BC à Sénégal. Il va nous parler de sa passion pour le 7e art et nous parler également de son travail de développeur et de coordinateur de la diffusion du cinéma francophone à travers tout le continent. Avant cela, nous allons accueillir une personnalité, un intellectuel, Aliou Ndiaye de Passage à Paris. C'est une figure majeure de la pensée économique contemporaine. Il va venir nous parler de ses essais, de ses ouvrages, plus d'une dizaine d'ouvrages au compteur, 100 plus précisément, puisque le 100e, c'est son actualité. Il viendra nous en parler. Un livre qui s'intitule Réinventer l'économie, solution de l'économie sociale solidaire face aux défis contemporains. On va avoir beaucoup de sujets à aborder avec lui, vous le comprendrez dans un instant. C'est juste après ça. Bienvenue dans les matins d'Aïssa. Les matins d'Aïssa sur Espace. Allons-y en ce vendredi 30 mai 2025 avec notre premier invité. Nous accueillons sur le plateau avec beaucoup de plaisir Aliou Ndiaye. C'est une figure majeure de la pensée économique contemporaine, expert en développement international et écrivain engagé. Il a une bibliographie impressionnante. Ça passe des essais aux manifestes, aussi bien dans le domaine économique que social, politique et culturel. Alors merci d'être venu sur le plateau d'Espace TV Europe pour nous édifier et surtout nous parler de votre actualité. C'est votre 100e ouvrage, c'est assez impressionnant quand même, sur le papier, intitulé Réinventer l'économie, des solutions de l'économie solidaire et sociale face aux défis contemporains. Cette œuvre donc interroge le rôle central de l'économie sociale et solidaire dans la transformation de nos sociétés. Alors merci beaucoup d'être venu nous en parler et de nous raconter votre histoire impactante et inspirante, Aliou Ndiaye. Vous allez bien ? Oui, merci Aïcha de cette invitation. Voilà, donc je remercie toute l'équipe de Espace TV Europe, de cette invitation et de me donner vraiment l'opportunité de partager avec vous mon histoire. Dans un premier temps, je vais me présenter. C'est Aliou Ndiaye, expert en développement international de formation. Vous pouvez parler un petit peu plus fort ou vous rapprocher un peu du micro. Donc, allez-y. Aliou Ndiaye, expert en développement international de formation, écrivain et aussi professeur vacataire à l'Université Cheikh Anta Diop en création et gestion d'entreprise à la faculté des sciences et techniques et aussi agent au ministère de la formation professionnelle et technique. Voilà donc grosso modo la présentation que je voulais faire. Si vous voulez, je peux embrayer sur mon 100e ouvrage qui porte sur réinventer l'économie, les solutions de l'économie sociale et solidaire, les SSS, l'SS. Quand vous m'entendez parler de l'SSS, c'est l'économie sociale et solidaire qui est face aux défis contemporains.
Bon, c'est mon 5e livre sur Amazon parce que toutes mes publications sont sur Amazon. Une fois sur Amazon, vous tapez Alioune Ndiaye, vous pouvez visualiser l'ensemble des 110 ouvrages qui sont 110. Visibles là-bas. Alors, 110 ouvrages. Alors, j'imagine que vous avez passé des heures, des nuits, des années à pouvoir écrire tous ces ouvrages. Qu'est-ce qui vous motive, en fait? C'est assez spectaculaire de dire je pense que c'est pas commun d'écrire 100 livres et de les publier. Oui, bon, depuis 4 ans, hein, j'ai commencé à écrire avec tout ce que j'ai pu capitaliser. Vous savez, j'ai capitalisé 33 ans d'expérience dans l'enseignement en partant instituteur où j'ai parcouru tout le système de l'éducation et de la formation professionnelle. Donc, instituteur, surveillant, n'est-ce pas, au collège, n'est-ce pas, et aussi professeur à l'université, et terminé par la formation professionnelle. Vous vous en conviendrez avec moi que j'ai parcouru tous les ordres d'enseignement au Sénégal. Et pour moi, je dis que avec tout ce que j'ai pu capitaliser, je dois partager les expériences pour la postérité. Parce que l'écrivain aussi, c'est ça. Hein? Donc, on ne peut pas emmagasiner toutes les expériences et après, voilà, ne pas permettre à la postérité d'en bénéficier toutes les connaissances acquises. Et c'est dans cette perspective que je veux vraiment partager cela avec tout le monde, avec les Sénégalais, avec les Africains, parce que j'avoue que mon nom d'auteur, hein, c'est Alioune Cheikh Anta Sankara Ndiaye. Voilà. C'est important de le rappeler, nous y reviendrons un peu tout à l'heure et vous considérez un petit peu justement qu'il est important de poser ces actes et surtout de les écrire, hein, même si on vient d'une tradition orale, on le sait, c'est important de laisser des traces et d'édifier à travers l'écriture. Pour vous, écrire, c'est poser des actes concrets. Dites-nous un petit peu d'où ça vous vient cette passion pour l'écriture et pourquoi c'est important pour vous de dire à la jeunesse écrivez, c'est important en fait. Oui, vous savez, nous sommes à l'ère du numérique et les gens se désintéressent à la lecture, alors que la lecture, c'est une discipline instrumentale. C'est à travers la lecture qu'on va acquérir une culture générale. Donc, dans la lecture, il y a un commerce entre le lecteur et le livre et c'est ça qui va générer vraiment une culture générale dense. C'est pourquoi ce que nous avons remarqué, comme les jeunes ne lisent pas, donc voilà, le problème de culture générale se pose avec acuité. Donc, je les incite véritablement à beaucoup lire parce que c'est la lecture qui va leur permettre effectivement d'ouvrir leurs horizons. Voilà, de développer leurs compétences, que ce soit les compétences déclaratives assimilables au savoir, que ce soit les compétences conditionnelles assimilables au savoir-être, que ce soit les compétences procédurales assimilables au savoir-faire. Mais nous vivons dans un monde où il faut des compétences émergentes. Et ces compétences émergentes, c'est l'esprit critique, c'est la communication, c'est effectivement la communication, la créativité, l'innovation. Mais tout ça, la base, c'est la lecture. Si on ne lit pas, on n'a pas la possibilité effectivement de développer, n'est-ce pas, toutes ces compétences. Donc la lecture, j'incite vraiment les jeunes à lire davantage. Oui, parce que à travers la culture générale qu'on pourra effectivement développer ces compétences. Et moi, je dis que je suis un passionné de la lecture et de l'écriture, ce qui fait que effectivement, voilà, je voudrais partager avec toute la jeunesse sénégalaise et africaine cette passion pour la lecture dans ce monde qui est un monde numérique, mais ça ne vous dédouane pas effectivement de lire et de beaucoup lire. Alors, comment on fait pour maîtriser tous ces sujets
tous ces champs d'action. Vous avez publié de nombreux ouvrages, je vais en citer quelques-uns, puisqu'on ne pourra pas sentir évoquer en tout cas les 110, par exemple les clés du pouvoir législatif, devenir un député efficace au Sénégal, le formateur dans un monde en mutation, l'entrepreneuriat féminin et la création des micro-entreprises, Thione Seck, le poète de la musique sénégalaise, c'est-à-dire que vous allez même également dans le champ de la culture, Bassirou Diomaye Faye, de la prison au palais présidentiel, la transformation digitale au cœur de la formation par apprentissage, et je pourrais en citer plein d'autres sur nos différents guides religieux au Sénégal, Serigne Muntaka Mbaké notamment. Ce sont tous ces ouvrages dans tous ces champs, je disais tout à l'heure, entre économie, politique, vie sociétale et culture. Pourquoi écrire et en tout cas essayer d'apporter vos connaissances sur tous ces champs? Oui. Vous savez, moi, j'ai une formation philosophique. J'ai fait la philosophie. D'accord. Ce qui fait que la philosophie a une approche inclusive. On dit que la philosophie, c'est la mère de toutes les sciences. Absolument. Ce qui fait que dans tous les domaines, nous avons vraiment les compétences, le rudiment qu'il faut pour pouvoir effectivement nous interroger dans l'ensemble des domaines de la vie. Pour quelqu'un vraiment qui a fait la philosophie, il a vraiment une ouverture sur toutes les questions du développement. Et j'ai aussi un expert en développement international. D'accord. Quand vous faites le développement international, vous avez une approche inclusive de toutes les sciences. Donc, vous parcourez l'économie, le social, le politique, le religieux. Donc, voyez-vous, il n'y a aucun domaine, effectivement, que vous ne pouvez pas maîtriser le b.a.-ba. Et c'est ça qui m'a motivé, le fait que nous inscrivons dans un champ pluridisciplinaire pour apporter véritablement notre contribution à l'édifice de transformation de notre pays et de l'Afrique aussi. Vous parlez beaucoup d'enseignement aussi et de formation. Oui, moi je suis d'abord présentement au ministère de la formation professionnelle et technique, à la direction de l'apprentissage comme chef de bureau évaluation. Donc, sur les 100 livres, les 70 sont consacrés à la formation professionnelle. Donc, j'ai écrit un livre vraiment qui est important et qui mérite vraiment d'être partagé sur le plan africain. C'est la question de l'insertion professionnelle des jeunes. Bon, moi, je me suis appesanti sur le cas pratique du Sénégal, mais à travers un benchmarking, c'est-à-dire voir les meilleures pratiques qu'on va essaimer au niveau africain, parce que on ne doit pas, comme on dit, vendanger ce dividende démographique des jeunes. Il faut accompagner les jeunes pour leur permettre effectivement de lutter contre le chômage. Et la formation professionnelle est un intrant pour lutter contre le chômage endémique des jeunes. J'ai écrit aussi sur un autre livre extrêmement important, la transformation digitale au cœur de la formation par apprentissage, parce que nous sommes à l'ère du numérique. L'apprentissage doit être véritablement la mamelle de l'insertion professionnelle. Et l'Afrique doit rejoindre le banc des nations du monde. Absolument. Absolument. Bon, l'Afrique a un rôle important à jouer, n'est-ce pas, dans le cercle du monde. À l'heure où on parle de l'avenir de l'Afrique, il faudra que nos jeunes... Aussi, notamment à l'ère où on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Mais absolument, l'Afrique aussi doit se positionner. En tout cas, le Sénégal est en train de se positionner au niveau des questions scientifiques avec effectivement l'intelligence artificielle, avec les métiers du numérique. Même j'ai écrit un livre sur les métiers du numérique dans un monde en mutation. C'est pour montrer effectivement l'importance de l'intelligence artificielle, aussi la data science, donc les nouveaux métiers qui vont révolutionner le monde. Donc, je pense bien que les jeunes doivent se positionner dans ces nouveaux métiers. Et ne pas louper le train qui est en marche. Ne pas louper le train de l'émergence et de la transformation de l'Afrique.
Alors justement, ce regard que vous portez et ces messages que vous envoyez à la jeunesse sont édifiants. On va revenir sur le livre que vous êtes venu promouvoir, réinventer l'économie, solution de l'économie sociale et solidaire face aux défis contemporains. Alors vous ne faites pas que des bilans ou des états des lieux, vous apportez également des clés, des solutions dans vos ouvrages. C'est important. Absolument. Avec le 5e livre portant sur réinventer l'économie, les solutions de l'économie sociale et solidaire face aux défis contemporains, c'est presque l'objet de ma visite à Paris. Oui. Avec le IBC, dont je suis le président de la commission scientifique, avec l'excellent président Ibrahima Badji, qui a organisé le forum, n'est-ce pas, sur l'économie sociale et solidaire, en essayant de linker les collectivités territoriales sénégalaises et françaises, voilà, et qui va se passer, Inch'Allah, le 31 mai à Paris, 3 rue du Docteur Lancerot. Oui. C'est pour vous dire simplement que l'économie sociale et le ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire va venir ici participer à ce forum, n'est-ce pas? Parce qu'il y a beaucoup de perspectives avec non seulement l'apport de la diaspora dans ces 3 triptyques qu'on appelle effectivement l'écoulement des produits sénégalais qu'on est en train effectivement de promouvoir, n'est-ce pas? Et aussi l'apport de diaspora dans le financement participatif avec Jama Funding, n'est-ce pas? Mais aussi voir quelles sont les possibilités d'un transfert de technologie, parce que la diaspora, c'est la 15e région, avec tout, en tout cas, ce que le think tank, diaspora sénégalaise capitalise, vraiment, on doit les inciter à un retour. Contribue largement au PIB du Absolument, du pays. Oui. L'apport de la diaspora contribue largement, n'est-ce pas, au PIB sénégalais. Donc, cette manne financière seulement est insuffisante. Il faut aussi l'apport de en tout cas, leurs expériences. Les expériences sur le plan de réalisation de projets, sur le plan, effectivement, de maîtrise des outils technologiques. Et tout ça, il doit venir prêter main forte à nos pays qui ont besoin, effectivement, de cette transformation sénégalaise. Parce qu'il y a une philosophie de nos nouveaux dirigeants qui veulent véritablement inscrire notre pays sur la rampe de l'émergence et de la transformation. Donc, l'apport de la diaspora est extrêmement important. Aïssa. Alors, juste une petite remarque, parce que j'étais au Sénégal il n'y a pas très longtemps. C'est vrai que sur le papier, on a envie que les choses changent, les choses bougent. En tout cas, la jeunesse est levée également pour qu'au niveau politique, il y ait des changements qui ont eu lieu avec la nomination de ce nouveau président, le nouveau Premier ministre. Mais la réalité du Sénégalais aujourd'hui, c'est que économiquement, c'est un peu compliqué quand même au pays aujourd'hui. Mais absolument, comme vous l'avez dit, nous avons les autorités. Voyez-vous, j'ai écrit aussi sur le président qui s'appelle... Vous pouvez le lever un petit peu? Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le livre portant sur de la prison au palais présidentiel, récit d'une ascension unie, n'est-ce pas? Donc, j'ai écrit aussi sur Ousmane Sonko, qui est le Premier ministre. Ousmane Sonko, la controverse politique au cœur du Sénégal moderne. C'est pour vous montrer que, nous... Comme on dit, moi, je suis l'idéologue même de la transformation. Oui. Et chaque jour que je fais, j'écris... Vous avez écrit sur Macky Sall aussi. Chroniques. J'ai écrit sur Macky Sall. Macky Sall, un génie politique à la croisée des chemins de l'émergence, pour montrer qu'effectivement, il y a une rupture qu'il faudra faire. Lui, il a déjà fait ses preuves, mais la nouvelle équipe doit aussi, n'est-ce pas, participer à l'édifice de transformation. Et parce que ce sont... en tout cas, ces nouveaux dirigeants qui ont les clés en main et qui doivent transformer ce pays. Donc, ce qui reste à faire, c'est effectivement d'inscrire notre pays sur la voie de la transformation. Et il y a une rupture, au sommet, mais cette rupture
est cadré sur une préoccupation que véritablement je magnifie, c'est sur la souveraineté. L'Afrique doit être, le Sénégal doit être aussi un pays souverain. Est-ce que c'est pas un leurre aujourd'hui parce que du coup, il y a moins d'investissement, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'argent dans le pays. C'est compliqué pour les populations. Oui, c'est compliqué pour les populations. Mais j'ai dit que, effectivement, la transformation ne doit pas être portée seulement par les dirigeants. L'approche doit être bottom-up, c'est-à-dire partir des préoccupations à la base pour essayer de propulser le développement. Parce que l'État doit être un État stratège qui va accompagner le processus de développement d'un pays. Donc, comme vous l'avez si bien dit, hein, ce sont les populations qui aspirent au développement, mais aussi ce sont les populations qui doivent changer de mindset. Il faut que les populations puissent s'approprier ce mindset de transformation en pensant que le développement, c'est d'abord les populations d'abord, mais nos autorités accompagnent le processus. Mais quand les gens pensent que effectivement le développement doit venir des autorités, moi je dis que en ma qualité d'expert en développement international, je ne peux pas cautionner effectivement cette position. Pour moi, là, le développement doit être endogène. Et l'économie sociale se positionne dans cette perspective parce qu'on sait que, comme je l'ai pu développer dans le livre, il y a l'échec de l'économie traditionnelle, il y a aussi un peu les limites de l'État en termes d'investissement, en termes de ressources. La troisième alternative, qui est une aubaine, c'est l'économie sociale et solidaire. Alors, qu'est-ce que vous entendez lorsque vous parlez d'économie sociale et solidaire, qu'on puisse bien comprendre? Oui, l'économie sociale et solidaire, c'est l'ensemble effectivement des actions qui sont inscrites au cœur de l'humain, l'ensemble des activités. Vous savez, l'économie sociale n'épargne aucun secteur. Que ce soit le secteur économique, le secteur culturel, le secteur même religieux, le secteur social, le secteur culturel. Donc, l'économie sociale n'épargne même la santé, l'éducation, la formation. Absolument. Dans tous les secteurs, on peut développer l'économie sociale. Et l'économie sociale et solidaire, c'est l'humain qui est au cœur. Pourquoi? Parce qu'on veut véritablement développer ce que Amartya Sen appelle la théorie des capacités, permettre à tout un chacun, à tous les membres, de véritablement développer ses capacités. C'est-à-dire avoir la capacité de mieux vivre, d'avoir un boulot et avoir aussi les moyens de prendre en charge sa propre santé, de faire aussi son éducation, sa formation, avoir un emploi décent. Donc, l'économie sociale positionne dans cette dynamique. Donc, vous en conviendrez moi que l'économie sociale est devenue vraiment une aubaine. Et parce que il y a aussi des principes dans l'économie sociale. Il y a ce qu'on appelle la gouvernance participative, n'est-ce pas? L'approche est inclusive, que ce soit le riche, le pauvre, peuvent être sur la table pour effectivement penser leur propre développement et prendre en charge leurs propres préoccupations et aspirations. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle la solidarité, qui est effectivement une valeur africaine. Pourquoi nous ne devons pas aller vers effectivement les valeurs que nous ont léguées nos ancêtres, la solidarité. Mais vraiment, on s'est embourgeoisé, on veut véritablement vivre au-dessus de l'autre, ce qui fait qu'effectivement, on doit changer de paradigme. Le nouveau paradigme, c'est la solidarité, l'approche inclusive, parce que, regardez bien, l'économie sociale et solidaire, actuellement au niveau international, il y a la résolution des Nations Unies qui a montré qu'effectivement, c'est par l'économie sociale et solidaire seulement qu'on passe pour pouvoir véritablement atteindre les objectifs du développement durable avec, n'est-ce pas, la réduction criante des inégalités sociales. Donc, voyez-vous, il faudra mettre le focus sur l'économie sociale et solidaire pour la transformation de nos pays.
Alors, les femmes également auxquelles vous rendez hommage, vous dites je rends hommage ici à toutes ces femmes qui sont souvent invisibles, qui animent au quotidien des coopératives, des mutuelles, des associations, des entreprises sociales et qui ne cherchent pas à maximiser leur profit, mais à maximiser l'impact positif de leur communauté. On le voit en terre africaine, ce sont les femmes qui portent l'économie, même si c'est souvent de manière informelle, mais en tout cas, elles sont debout les premières et couchées les dernières. Absolument. Et ça, vraiment, je rejoins ce que vous êtes en train de dire là, parce que moi, j'habite à Kermassar. Je ne sais pas si vous connaissez à Kermassar. Ah oui. À Dakar. Vous savez, quand vous levez à 5 heures du matin, vous voyez seulement les femmes aller au marché du poisson, n'est-ce pas? Aller dans les marchés où, véritablement, elles vont acheter des légumes pour les revendre. Donc, nous avons vraiment des femmes très braves. Et moi, je suis un militant du gender mainstreaming. Le gender mainstreaming, c'est quoi? C'est le processus d'empowerment des femmes. Et moi, je voudrais qu'on puisse mettre le curseur sur le processus d'autonomisation des femmes. C'est extrêmement important. On ne peut pas promouvoir le développement en laissant de côté les femmes. Les femmes doivent être au cœur parce que au niveau, par exemple, de la population sénégalaise, elles sont nombreuses. Donc, on ne peut pas laisser en rade. Bien vrai que nous avons une société misogyne où on dit que la femme doit être reléguée au second plan. Mais moi, je dis, en tant que quelqu'un qui s'intéresse au développement, il faut prioriser même les femmes dans les instances de décision. Il faut véritablement accompagner les femmes à travers des projets porteurs et bancables. Les financer aussi. Les financer, tous les financements, parce que elles ont besoin. Et puis, je sais que c'est plus important parce que quand vous investissez dans la femme, vous investissez dans la famille. Mais quand vous investissez au niveau de l'homme sénégalais, mais après, il va seulement épouser une femme, deux femmes, trois femmes, quatre femmes. Mais quand vous investissez ces femmes, ces ressources-là vont servir, n'est-ce pas, à la gestion de la famille. Leurs enfants, Donc, moi, je suis de ceux qui pensent que, bon, ça, c'est pour apostropher un peu les hommes, quoi. Lorsque vous avez ce propos au Sénégal, est-ce que c'est un propos qui passe aujourd'hui? Oui, mais ça passe et les gens aussi sont conscients de ça, hein, parce que les femmes, véritablement, jouent un rôle extrêmement important. Les femmes triment chaque jour, donc les femmes aussi ont un rôle très important à jouer dans le foyer en tant que en tant que gouvernante de l'éducation aussi de l'éducation des enfants, hein, en tant que aussi en tout cas bon, nous, vous savez, au Sénégal, les femmes aussi qui gèrent très bien leur mari, leur foyer. Et leur foyer aussi. Donc, ce qui fait que la femme est un dispositif essentiel au niveau de la famille. Et il faut leur donner l'opportunité de développer tout leur potentiel pour que la famille... Parce que l'économie sociale et solidaire s'appuie sur la famille. Donc, on veut l'empowerment de la communauté. Mais quand vous voulez l'empowerment de la communauté, il faut miser sur la gente féminine. Parce que la gente féminine est porteuse de la transformation et le développement de notre pays. Alors, Alioune Ndiaye, vous êtes, si j'ai bien compris, titulaire d'un diplôme d'État approfondi et de en histoire aussi? Je suis expert en développement international, de formation. J'avais fait mon doctorat, mais je ne l'avais pas terminé, quoi. D'accord. Vous avez été inspecteur d'académie de Tambacounda et de Kaolack? Non. C'est l'autre. D'accord. C'est l'autre Alioune Ndiaye. D'accord. Voilà. Désolé, en tout cas, vous êtes très engagé, on l'a vu à travers notamment le mouvement Fol Asken Oui pour le développement. Ça, je me suis pas trompée. Et d'autres initiatives, leadership inspirant au service de l'éducation et de la formation, on le disait tout à l'heure, à travers notamment la Fondation pour l'éducation et la formation professionnelle au Sénégal. D'autres initiatives également. Vous êtes investi dans différents domaines. On l'a bien compris. Ça va être compliqué de citer toutes vos actions ou en tout cas tous les domaines dans lesquels vous évoluez. Oui. Quelles sont les autres préoccupations que vous abordez à travers ce livre? Donc vous dites 100e livre, même si vous en avez publié plus de 110, mais en tout cas c'est
plus pour avoir un chiffre rond, je suppose. Oui, oui. Mais dites-nous un peu les autres thématiques que vous y abordez, à part ceux qu'on vient d'évoquer. Oui, dans les autres thématiques aussi, hein, comme vous l'avez lu, n'est-ce pas, tout au début, j'ai écrit sur Babacar Touré. Je ne sais pas si vous connaissez Babacar Touré, la plume de la liberté. Non, je connais C'est pas une du tout. icône. C'est vraiment, voilà, l'un des premiers journalistes qui a créé, hein, voilà, la presse, n'est-ce pas, écrite Ouais. indépendante. Ouais. Donc, Babacar Touré, même il y a la maison de la presse qui s'appelle Babacar Touré. D'accord. Et je salue au passage, hein, l'excellent DG. Voilà. Donc, j'ai écrit aussi sur John Seck, le poète de la musique, donc pour un peu titiller sur l'aspect culturel. Hein, donc, voilà, et que je dois présenter à son fils. Qui a repris le flambeau Wally de manière Seck. un peu plus moderne, mais en tout cas, qui a bien repris le flambeau. Oui, il a très bien repris le flambeau, n'est-ce pas? J'ai écrit aussi un livre sur les fondamentaux, hein, du pétrole et du gaz au Sénégal. Voilà, c'est un livre extrêmement important. Et, où j'ai relaté effectivement qu'il faudrait une gouvernance, hein, du pétrole à la lumière de certains pays, voilà, qui ont géré le pétrole sans pour autant qu'il puisse y avoir des conflits ou bien, voilà, au moins qu'on puisse, hein, développer une véritable politique énergétique qui va impacter sur le devenir des Sénégalais. J'ai écrit aussi un autre livre très important sur la performance holistique dans l'entreprise. Oui. Ça, vraiment, c'est un livre que je conseille à toutes les entreprises parce que j'ai essayé de montrer que la dimension financière seulement ne doit pas être impactante. Il faudra mettre le focus aussi sur l'aspect humain parce que c'est l'homme et l'alpha et l'oméga de la transformation de l'entreprise. Donc, il faut miser sur la motivation, sur l'implication des salariés. Il faut aussi une bonne politique de communication pour au moins qu'on puisse permettre, hein, une meilleure implication, mais aussi que l'entreprise puisse reconnaître les compétences et mettre en charge ce qu'on appelle voilà, contribution un peu ce qui existe aux États-Unis dans les grandes sociétés comme Google, où on pense au bien-être des employés. Voilà. Il y a des salles de sport, il y a des espaces pour. Mais il y a des espaces pour leur permettre d'assurer leur mieux-être. Et j'ai écrit aussi un autre livre, je ne sais pas si vous l'avez parcouru, Le bonheur au travail. Oui. N'est-ce pas? Et sur l'éducation aussi, élever avec bienveillance son enfant, pour dire que le rapport que le parent doit, n'est-ce pas, avoir avec son enfant en termes effectivement d'accompagnement, en termes effectivement de protection, tout ça. Moi, voilà, j'ai une richesse sur effectivement la production pour montrer que on essaie d'étendre notre tentacule dans toutes les dimensions de l'écriture, pour partager ce que nous avons pu capitaliser. Alors, vous disiez tout à l'heure votre nom de plume, Alioune Cheikh-Anta Sankara Ndiaye, très lourd, hein, puisque ça fait référence donc à Alioune, votre prénom, à Cheikh Anta Diop, donc ce professeur éminent qui a beaucoup apporté au peuple noir à travers ses travaux, ses ouvrages. Le capitaine Thomas Sankara, également cette grande figure de la révolte et de la liberté, en tout cas des esprits, sur le continent. Le nom de Ndiaye, alors pourquoi avoir décidé de porter, ou en tout cas à travers votre plume, ces noms emblématiques, Cheikh Anta Diop et Thomas Sankara? Oui, merci Aïcha, vraiment de me donner l'opportunité de m'exprimer sur ces icônes de la transformation de l'Afrique. Moi, je me suis dit que je suis un écrivain engagé. Regardez bien, chaque jour, j'écris ce qu'on appelle les chroniques de la participation citoyenne pour donner mes idées, mes orientations par rapport, effectivement, à l'actualité. Et c'est pour montrer, effectivement, l'apport
de l'écrivain dans le processus de transformation. Nous sommes des idéologues de la transformation. Et en tant que militant de la transformation nationale, il m'arrive d'exprimer sur toutes les questions relatives au développement de mon pays. Moi, j'ai choisi ce nouveau nom d'écrivain, oui. Alioune Cheikh Anta Sankara Ndiaye, pour montrer que effectivement je suis très redevable de tous ces écrits, hein, et aussi de la posture de ces intellectuels éminents sénégalais. Cheikh Anta Diop, il disait qu'il faut, lui, le panafricanisme lui était cher. Il disait qu'il faut basculer définitivement l'Afrique sur la pente de son destin fédéral. Donc, il a théorisé et préconisé le panafricanisme depuis belle lurette. Moi, je pense qu'il est l'heure qu'on puisse quand même mettre à fond ces idées pour la transformation de l'Afrique. Thomas Sankara, qui a été véritablement quelqu'un qui a participé à l'éveil, n'est-ce pas, de la conscience historique africaine, quelqu'un vraiment qui s'est positionné comme un panafricaniste pur et dur, mais aussi quelqu'un qui a réaffirmé la souveraineté africaine. Et c'est aussi un féministe, hein, parce qu'il défendait la cause des femmes. Qui? Thomas Sankara aussi a toujours défendu effectivement les femmes. Comme moi je défends les femmes. Je vous ai dit, je suis un militant du gender mainstreaming. Je défends le processus d'empowerment des femmes, parce que les femmes doivent être au cœur. On ne doit pas les laisser en rade, parce que dans le rendez-vous du développement, entre l'homme et la femme, c'est comme l'aveugle et le paralytique sont dans les têtes destinées à s'entraider. En tout cas, je pense qu'on pourrait discuter longtemps encore. Malheureusement, il y a pas malheureusement, mais en tout cas, il y a d'autres personnes qui nous attendent. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Comment vous avez envie de conclure votre participation à l'émission Les Matins d'Aïssa ce matin? Qu'est-ce qu'il est important de retenir? C'est très important de partager tous les soirs, et aussi de vos questions très pertinentes, et aussi de votre vision. Vraiment, je vous remercie de me donner l'opportunité de partager ce qu'on a pu capitaliser. Et merci à Espace TV Europe pour cette opportunité. Merci Aïssa pour votre émission extrêmement importante, Les Matins d'Aïssa, et aussi de votre contribution pour l'éveil des consciences. Merci beaucoup, Aïssa. Merci beaucoup d'être venu. C'est sur Internet que ça se passe, sur Amazon, pour commander les différents ouvrages, dont le 100e, Alioune Ndiaye, Réinventer l'économie, solution de l'économie solidaire et sociale face aux défis contemporains. Ça a été un sujet passionnant. À très bientôt sur l'antenne d'Espace TV Europe. L'histoire s'écrit avec des cris. Toujours. Un cri du cœur d'abord, pour célébrer la joie d'être ensemble. Tous ensemble. Un cri de joie ensuite, plus fort encore. Toujours plus fort. Les auditeurs et les téléspectateurs s'impatientent. Les cris se croisent, se répandent en écho. Au bon endroit, au bon moment. Les cris deviennent des chants. Ou l'inverse. Mais rien n'est si simple. L'histoire ne s'écrit pas d'avance. Les cris de douleur précèdent les cris de rage. Les cris de désespoir résonnent sans fin. On retient ces cris sans souffle même. Plus de son, presque plus d'image. Mais avant un dernier souffle, il y a un dernier cri. Celui de la délivrance, celui de la survie. Le cri qui libère les corps, les larmes, les cœurs et les âmes aussi. Viennent enfin les cris d'amour, les cris de fête, les cris qu'on ne contrôle plus, les cris qui donnent un sens à tout, à la vie surtout. Sur Adafo Média, l'histoire s'écrit avec des cris.
toujours. 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 De retour en direct en cette fin de semaine, vendredi 30 mai 2025, Espace TV Europe, le nouveau lien de la diaspora disponible sur le bouquet africain via Free, c'est le canal 440, Orange 589 et Bouygues 721, c'est la suite. Les matins d'Aïssa sur Espace. Nous accueillons à présent Nadège Guillard, elle est psychologue, elle est auteure, psychologue spécialiste en accompagnement des transitions et des transformations à travers notamment le comptoir psy qui est à Massy. C'est un centre de psychologie pluridisciplinaire qui regroupe des professionnels de la santé mentale et du mieux-être. On en parlera tout à l'heure. Elle est venue nous parler de son actualité à travers la sortie il y a quelques semaines. C'était le 3 avril dernier, plus précisément paru aux éditions First Édition. Le meilleur pour mon enfant, faire grandir avec ses origines et les neurosciences de Nadège Guillard, qu'on découvre avec beaucoup de plaisir. Alors bonjour Nadège, merci de nous rejoindre. Alors pourquoi est-ce que l'éducation doit prendre en compte la question des origines? Pourquoi c'est important? Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors l'éducation doit prendre en compte la question des origines parce que en fait ça fait partie de l'histoire de l'enfant. De savoir d'où il vient, ou en tout cas son histoire familiale, c'est quelque chose qui l'aide à se situer dans le monde et à trouver sa place. Alors, ou à la fabriquer. D'accord, en tout cas c'est bien résumé, on va rentrer dans les détails dans un instant. Alors les neurosciences qui permettent de voir le monde du point de vue de l'enfant, les neurosciences permettent donc de comprendre, décrypter comment l'enfant apprend et à quel niveau il se situe pour adapter l'accompagnement parental selon son état, son niveau. Alors pourquoi cette méthode est importante et pourquoi vous l'intégrez en fait dans votre manière d'accompagner les personnes ou en tout cas dans votre propos à travers cet ouvrage? Ok. Alors les neurosciences, vont permettre en fait d'identifier à quel niveau de développement se situe l'enfant. On va s'intéresser au développement de son cerveau avec différents types de maturité, la maturité cognitive, la maturité émotionnelle, sociale. Donc, on voit bien que un enfant se développe à son propre rythme et les neurosciences permettent d'aider les parents à identifier un peu mieux à quel stade se situe l'enfant pour l'accompagner au mieux. C'est-à-dire qu'il y a autant d'approches éducatives que d'enfants? Oui, absolument. Absolument. Le propre de l'humanité, c'est la diversité. Ouais. Et donc, il y a autant d'approches. Il n'y a pas une approche psychologique qui correspond à tout le monde. Il y a des approches psychologiques. Ça veut dire que, plus concrètement, lorsque l'on a une fratrie, donc plusieurs enfants, on doit pas faire attention, mais en tout cas, essayer d'apporter des clés au cas par cas et de ne pas éduquer et pas d'envoyer les mêmes messages à tous les enfants en même temps, c'est ça? Alors, on peut envoyer des messages similaires on peut avoir une stratégie éducative similaire, globale, mais c'est important de personnaliser parce que chaque enfant va avoir sa personnalité, ouais. Chaque enfant va avoir ses particularités, parfois cognitives. Je parle de neurodivergence, notamment. En fait, chaque enfant est différent et même si on a envie de les aider à développer des qualités et des compétences similaires, il y a plusieurs manières de faire. On ne peut pas appliquer toujours la même pour chaque enfant. Alors, le meilleur pour mon enfant, faire grandir avec ses origines et les neurosciences, vous pouvez nous dire un petit peu ce qui vous a poussé à faire ce livre et nous dire un peu comment il est conçu? Alors, ce qui m'a poussée à faire ce livre, c'est déjà peut-être ma propre aventure parentale. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas forcément de disponible dans les manuels qui sont actuellement édités de méthodes qui correspondent à ce que moi j'avais vécu, voilà, et à ce que mes patients me rapportent en cabinet. Ouais. Les familles que j'accueille, elles ont des problématiques qui sont très très concrètes et elles sont à la recherche de solutions vraiment très in vivo, comme je dirais, voilà, dans la réalité. Et souvent, on a l'impression que dans les guides de psycho qu'on va trouver, on a des choses qui sont en dehors de la réalité, qui sont pas vraiment dans la société d'aujourd'hui. Alors, plus concrètement, même si vous êtes tenu au secret professionnel en tant que professionnel de la santé, mais quels sont
typiquement les problématiques auxquelles vous faites face et auxquelles vous avez voulu répondre à travers cet ouvrage, Nadège Skillard? Alors déjà, on va pas se mentir, hein, j'ai une carnation particulière, ce qui fait que je reçois aussi pas mal de familles et de patients qui se reconnaissent dans mon physique. Oui. Et donc, il va y avoir aussi une approche culturelle qui est nécessaire parce que les gens viennent en consultation avec leurs croyances, avec leurs histoires, justement, leur cheminement. Et souvent, un parent va transmettre ce qu'il a reçu. en tout cas, il va vouloir ou pas. En fait, ça dépend de comment il aura vécu ça pour lui-même. Ouais. Est-ce que ça aura été quelque chose, une expérience positive pour lui ou pas? Et en général, on essaie effectivement en tant que parent de transmettre ce qui a fonctionné pour nous ou ce qui nous a apporté et de mettre de côté ce qui a été la source de souffrance. Alors, le livre est conçu en plusieurs étapes. Le parent citoyen, l'enfant citoyen, les ressources essentielles, l'épanouissement psychosocial. Tous ces aspects sont importants également à prendre en compte et c'est pour ça que vous les développez dans cet ouvrage. Oui, le livre, il est vraiment conçu comme un guide pour accompagner un enfant vers l'âge adulte dans la réalité, concrètement, qu'est-ce qu'il va expérimenter. Il commence d'abord par une approche, je dis le parent citoyen, parce que dans le parcours de parentalité, pour accompagner un enfant, il faut déjà se découvrir soi-même en tant que parent, Ouais. ou en tant qu'ancien enfant. Voilà, plutôt. Ouais. Quel enfant on a été, justement, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre, qu'est-ce qui nous a paru utile. Et ensuite, il y a l'enfant citoyen, parce que le mot citoyen, pour moi, est important. On vit dans des sociétés, donc on ne peut pas éduquer les enfants en leur transmettant des parts de notre histoire, de notre passé, de nos origines, sans prendre en compte l'endroit, l'environnement dans lequel on vit. Ouais. Alors justement, cet enfant citoyen qui deviendra demain un adulte, donc ce sont des clés, ce sont des témoignages également, ou en tout cas des parcours de personnes que vous avez accompagnées, que vous mettez en lumière à travers cet ouvrage. Oui, je donne des exemples, je raconte de manière anonymisée des histoires très touchantes pour certaines. Et effectivement, c'est une construction pour construire ce guide, en fait, je me suis inspirée et des enfants que je rencontrais et aussi des anciens enfants, des adultes qui sont venus me consulter, me confier les difficultés qu'ils ont pu rencontrer à l'âge adulte et qui dataient de leur enfance. Alors c'est vrai qu'on est dans une société où, en tout cas, vu d'ici, on se pose beaucoup de questions autour de l'éducation des enfants. C'est une autre manière de concevoir l'éducation, notamment sur le continent africain. Par exemple, ce qui m'a traversé l'esprit souvent quand on va en Afrique pendant les vacances avec nos enfants, on dit souvent votre manière d'éduquer des enfants, elle est un peu compliquée. Et justement, lorsque l'on a différentes origines, que on a nos parents qui sont nés en terre africaine, que nous après on a eu des enfants nés ici ou soit issus aussi de métissage, des fois l'équilibre il est un peu compliqué à trouver. Oui, la question se pose de qu'est-ce qu'on garde dans notre parcours de migration, qu'est-ce qu'on va emmener et vouloir transmettre. Ça peut paraître compliqué parce que parfois on arrive dans un environnement où il peut y avoir un cadre légal, juridique qui est en opposition avec la manière d'éduquer qu'on a toujours connue. Mais c'est aussi des opportunités d'évolution. Je l'aborde dans le livre en disant que le dialogue culturel amène chaque culture à évoluer et c'est aussi quelque chose d'important parce que c'est en puisant aussi dans d'autres cultures. La neuroscience est une culture, voilà, par exemple, qu'on va pouvoir apporter le meilleur à son enfant. Et justement, lorsque les enfants sont baignés dans cette multiculturalité, est-ce que c'est pas trop d'informations pour eux de voir une mère qui va plutôt élever à la manière africaine, un papa qui va élever à la manière occidentale, et puis se retrouver à l'extérieur ou parler, par exemple, sa langue natale à la maison, sortir, parler une autre langue? Est-ce que c'est pas trop d'informations pour un enfant, tout ça? Alors, ça, c'est tout ce que moi j'appelle les processus d'enculturation. C'est des informations
Est-ce que c'est trop... on peut l'aider à sélectionner celles qu'il a envie de garder, celles qui paraissent importantes pour lui, celles qui lui seront le plus utiles. Ouais. C'est le rôle du parent d'accompagner aussi, d'être un peu un traducteur et de l'aider à s'armer pour se préserver de ce qu'il va voir sur Internet, de ce qu'on va lui raconter à l'extérieur, des différentes influences. À un moment, je l'aborde dans le chapitre 6, voilà, qui influence mon enfant. En fait... l'enfant expérimente. Après, nous, en tant que parents, ce qu'on doit faire au mieux, c'est le guider et l'aider à choisir, à développer son esprit critique. Vous parlez aussi beaucoup de bienveillance, tout en restant ferme, en tout cas qu'il y ait un cadre. Et les enfants ont besoin d'un cadre et ils ont aussi besoin d'amour et de bienveillance. Absolument. Et je parle particulièrement de bientraitance. Je crois que c'est la question comment éduquer avec fermeté, mais bientraitance. Mais c'est quoi la bientraitance ? La bientraitance, c'est veiller à ne pas blesser. Parce que dans la bienveillance, il y a cette question de l'intentionnalité. Je fais les choses, on veut le meilleur pour notre enfant, mais ça peut nous amener à faire des choses qui ne sont pas forcément correctes et qui peuvent être blessantes pour lui. Et avoir par exemple. Répéter des schémas, les traumas voilà, qu'on a vécu nous-mêmes et appliquer des méthodes qui sont pas adaptées à un enfant parce que, par bienveillance, par rapport à ce qu'on a connu, on a envie que eux-mêmes expérimentent la même chose, mais ça peut être maltraitant pour eux. Et donc la bientraitance, c'est plutôt cette idée de veiller à ne pas créer de traumatisme, justement, ne pas agir de manière à ce que on blesse psychiquement ou physiquement un enfant. C'est vrai que des fois, on a l'impression qu'on sort une phrase anodine, alors qu'au bout, c'est une phrase qui peut accompagner l'enfant ou le perturber dans son évolution et l'accompagner jusqu'à la fin de sa vie. Complètement. Et puis, les parents restent le premier modèle d'humain de l'enfant. Donc, ils ont une place particulière. Ils vont créer, ils vont être à l'origine de la manière dont ils s'attachent au monde, aux autres. Et c'est important de veiller à ce qu'on ne crée pas de peur, de phobie ou de manque d'estime. Voilà. Alors, il y a l'autre aspect aussi, un autre propos que vous défendez bien, de dire qu'on ne fait pas un enfant pour soi et que l'enfant ne nous appartient pas. Oui. Un enfant est un humain, un individu à part entière, et comme tout individu, il est venu pour expérimenter et vivre sa propre vie, pas une continuité de la nôtre, pas pour réaliser les rêves qu'on n'aurait pas pu atteindre dans notre jeunesse. Voilà, il fait son propre parcours dans son propre couloir de vie. Alors, j'aime beaucoup le chapitre 3 des ressources essentielles pour être concret. Surtout quand on est maman, ça nous parle directement comment éduquer en conciliant différentes références culturelles. Quelle attitude adopter, dois-je adopter pour aider mon enfant à développer en priorité? Comment apprendre à mon enfant à traverser les moments difficiles? Oui, c'est pas évident dans ce contexte. Par exemple, dernièrement, les enfants ont vécu la crise Covid. Ça a été un peu compliqué. Ça va peut-être donner une génération d'enfants avec certains... Anxieux. C'est ça? Oui, et ça a créé pas mal d'anxiété. On en voit encore les conséquences. Et quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est un peu inquiétant quand on est parent. Oui, ça inquiète les parents. Les enfants aussi peuvent se questionner. Ils entendent les guerres à gauche, les guerres à droite. Ça peut créer un climat d'insécurité. Et effectivement, on peut se demander concrètement en tant que parent comment on fait pour apprendre à nos enfants à être résilients, comment on fait pour les aider à gérer les difficultés qu'ils vont avoir au quotidien, à l'école, avec leurs amis, entre frères et sœurs, avec nous-mêmes. Après, il y a un volet important aujourd'hui pour les parents, c'est les réseaux sociaux, les outils de communication, le téléphone. Oui. J'ai participé à un article sur le site Parents à ce propos. Est-ce qu'il faut follow nos enfants sur les réseaux sociaux ? En fait, j'ai envie de dire, il faut veiller à nos enfants sur les réseaux sociaux. Il faut veiller à nos enfants, les accompagner, peu importe l'endroit. L'important, c'est de les aider à identifier ce qui pourrait être un danger afin qu'ils puissent s'en préserver.
Alors, vous êtes spécialiste en accompagnement des transitions et des transformations, on le disait. Vos compétences couvrent les domaines des troubles du spectre de l'autisme, TSA, du haut potentiel intellectuel et de la multiparentalité. On dit les enfants zèbres pour adoucir un peu le... On dit les zèbres, les HPI. À une époque, on a dit les surdoués. Voilà. Est-ce qu'on est dans une époque où il y a plus, justement, d'enfants zèbres qu'il y a quelques années? Alors, il n'y a pas plus d'enfants zèbres, pas plus qu'il y a d'enfants autistes, pas plus qu'il y a d'enfants TDAH. Il y a peut-être un peu plus de diagnostics, on les identifie un peu plus facilement. Ouais. Et puis, il y a surtout une prise de conscience aussi, peut-être de la société, d'autres approches de la psychologie qui sont favorisées, notamment celles des neurosciences et qui vont trouver des explications plutôt cognitives au lieu de chercher des explications qui se situeraient dans justement l'éducation, le rapport à l'éducation ou le rapport mère-enfant. Donc, on va dire que y a un peu plus de diagnostics, un peu plus de connaissances. Les gens se posent aussi un peu plus de questions par rapport à leur psychologie, à celle de leurs enfants. C'est une bonne chose. Après, il faut pas chercher à être absolument dans une case, je pense. L'important, c'est vraiment de trouver des outils qui nous permettent un épanouissement psychosocial et ça passe pas forcément par un diagnostic. Alors, vous êtes fondatrice et à la tête du comptoir Psy. Vous nous parlez un petit peu de la structure ? Alors, le comptoir Psy, c'est un cabinet de psychologie qui se situe à Massy et qui regroupe des psychologues de différentes cultures avec différentes approches aussi, avec pour ambition de démocratiser la psychologie. Donc, nos locaux sont situés dans un quartier prioritaire. Oui. C'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur parce que ça nous permet d'avoir aussi une patientèle ou d'être visible de personnes qui ne vont pas aller naturellement voir un psychologue. Et voilà, c'est notre contribution à la santé mentale de la société. Et il y a aussi Rossink, donc c'est un collectif de psychologues pluriculturels et pluridisciplinaires. Vous nous parlez un petit peu de Rossink, c'est ça ? Oui, c'est un collectif de psy avec, je vais citer Ilham El Abidi, qui est à Drancy, qui a créé la structure ABED, qui accompagne des enfants en situation de handicap avec autisme. Je vais citer aussi Aziza Yakotanechal, qui est dans le 93. En tout cas, c'est des psys pluriculturels, voilà. Et on se réunit régulièrement parce que on essaie d'avoir une réflexion autour des besoins de la société en termes de psychologie, que ce soit autant pour accompagner les personnes que pour essayer de répondre aussi à des questions d'ordre sociétal, voilà. D'accord. Alors, vous êtes né au Cameroun, vous êtes multicasquette. Hein. Franchement, on n'aurait pas suffisamment de temps pour parler de tout, mais on va essayer de faire un petit tour d'horizon. Vous êtes né au Cameroun, vous dites entre champs et forêts, dans une famille de cultivateurs Maka. À 4 ans, je rejoins le Blanc-Ménil où j'ai grandi. J'ai choyé au sein d'une famille multiculturelle. Mes résultats scolaires m'ouvrent les portes du prestigieux lycée Louis-le-Grand. Vous nous racontez la suite ? Alors, qu'est-ce que je fais ? Je vais à Louis-le-Grand, je découvre la vie de l'autre côté du périphérique. Ensuite, ça a été un peu ça le déclic de ce que vous êtes aujourd'hui, ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Je pense que c'est le début de mon analyse de la société, ouais. Où je me dis, bah tiens, en fait, moi, jusqu'à ce moment-là, je pense que je vivais dans une bulle et j'avais pas forcément conscience qu'il y avait d'autres personnes, d'autres types de manières de vivre. Ouais. Où, c'est un peu mon passage à Louis-le-Grand qui commence à questionner l'égalité des chances, en fait. Voilà. Ouais. Où je me disais jusque-là que effectivement on avait tous à peu près les mêmes chances et c'est pas forcément le cas. Ouais. En fonction de là où on grandit, en fonction de là où on est scolarisé, on n'obtient pas les mêmes informations et je pense que c'est ce qui fait aussi écho à mon intérêt pour la psychologie, à cette notion de la transmission. Qu'est-ce qu'on va pouvoir transmettre aux personnes comme outil pour les aider à devenir un peu plus eux-mêmes, ouais. Peu importe leur parcours de base, voilà.
Après, vous obtenez votre baccalauréat économique et social. Oui, j'ai eu mon bac au lycée Montaigne. Après, j'ai fait une licence de sciences éco à Tolbiac, à Paris 1. Ensuite, mon intérêt pour la mode est revenu un peu au devant de la scène. Donc, j'ai fait une école de chef de produits textiles en Alsace qui s'appelle l'ISTA. Après, j'ai fait l'Institut français de la mode à Paris. Après, j'ai travaillé dans différentes structures en France et aussi à l'étranger. J'étais en Bolivie, j'étais en Nouvelle-Calédonie. J'ai essayé de monter une tannerie de cuir, une tannerie de peau de poisson en Nouvelle-Calédonie. Je suis revenue, j'ai monté ma marque de maroquinerie qui s'appelle Maca de Val Paris. Ensuite, parallèlement à ça, j'ai repris des études en psychologie. Je suis ce qu'on appelle une multipotentielle. Voilà. J'essaie de vivre ma vie à fond, de suivre mes différentes passions. Et d'où ça vous vient, en fait le fait d'avoir comme ça une palette de passions, c'est dans ce sens qu'on vous a éduqué j'ai été éduquée dans un environnement hyper bienveillant où on me laissait développer mes différents centres d'intérêt. Voilà. Donc, j'ai commencé à dessiner très tôt. Mon intérêt pour la mode, ça commence devant les émissions Miss France. Ensuite, disons que il y a quand même un fil conducteur. Souvent, les gens, la question fatidique que les gens me posent, c'est alors, vous faites quoi dans la vie ? En fait, je vis. Franchement, cette question. C'est ça. Et je vis, j'essaie de vivre à fond. C'est aussi ce que j'essaie de transmettre à mes enfants, de suivre leur passion, leur centre d'intérêt et de voir comment est-ce que ils peuvent s'en servir pour être utiles dans la société à travers cela. Et du coup, la mode continue, en fait Oui. Bah, du coup, j'ai allié la mode et la psychologie. Donc, je suis aussi psychologue de la mode. D'accord. Je donne des cours. Je suis enseignante en psychologie de la mode, psychologie de la créativité. En parallèle, j'ai une activité à temps partiel dans une équipe recherche et innovation pour un ensemble d'établissements qui s'occupent de personnes en situation de handicap. Donc, ça fait beaucoup d'activités, tout ça. Ouais. Beaucoup, ça dépend pour qui. Disons que, j'ai besoin et j'aime j'aime picorer dans différents domaines et créer des ponts entre les différents univers. C'est le principe de l'innovation et c'est ce qui me permet aussi de développer des nouveaux outils pour les gens, que je l'applique dans mon cabinet ou dans ma marque lorsque je dessine des produits, voilà. Alors, vous avez une âme poétique aussi. Je suis une humaine une femme pluriculturelle, une mère plurielle, nymphose. Je métamorphose mon potentiel papillon ou demoiselle. Je survole, me pose mes merveilles du soleil, de la nuit, des rêves, du réel, des goûts de la vie, des sucres et du sel. Je poursuis mon étoile, vole vers l'arc-en-ciel de ma réalisation personnelle. Ça vient de vous, ça. Ouais. Et ça vous définit bien. Ça me définit pas mal. Je crois que pareil, j'ai commencé à écrire des poèmes. J'ai commencé à imaginer des poèmes avant de savoir écrire. Et après, l'écriture, ça m'a accompagnée toute mon adolescence. Des chansons, des poèmes qui me permettaient un peu de prendre du recul. Ça fait partie des outils de résilience, je pense, l'écriture. Alors, l'actualité, Nadège Guiar, c'est votre ouvrage. Vous êtes psychologue de terrain. Vous dites le meilleur pour mon enfant, faire grandir avec ses origines et les neurosciences. Il y a plein de clés pour vous, si ça vous intéresse. Alors, je vais juste lire la 4e de couverture. Quand on est parent, on se pose des questions énormément. Quel type de parent suis-je? Qui influence mon enfant? Et quelles aptitudes dois-je l'aider à développer? Comment l'accompagner lors de moments difficiles ou encore comment lui offrir une place épanouissante dans le monde? Autant de questions auxquelles la psychologue Nadège Guiar apporte des réponses claires et complètes dans cet ouvrage.
Son approche est simple et inédite, vous permettre d'unir les neurosciences et donc les besoins de l'enfant aux valeurs et aux origines que vous portez, que vous souhaitez transmettre en tant que parent, que vous soyez jeune parent ou parent d'adolescents. Découvrez dans ce livre des outils divers, des pistes et des conseils pour vous aiguiller dans ce rôle qui est pas facile, hein. Donc vous l'aurez compris. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué qui est important pour vous. Nadège Guillard, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux personnes qui nous regardent ce matin? En fait que il faut pas chercher la perfection, hein. C'est difficile d'être un parent parfait. Pendant très longtemps, je pense que moi-même j'ai essayé d'être une maman parfaite et en fait on est juste le parent qu'il faut pour notre enfant. Rester à l'écoute, l'accompagner et ne pas hésiter à se faire soi-même accompagner si à un moment donné on trouve que c'est trop difficile. En parlant de culture, on a toujours un peu cette image de femme forte africaine. Les vulnérabilités, c'est aussi ce qui nous permet de nous renforcer et c'est aussi ce qui nous permet d'être un peu plus humains et de créer du lien avec nos propres enfants. N'hésitez surtout pas sur Internet, où est-ce qu'on va pour se procurer le livre? Il est disponible Alors, partout. le livre est disponible partout, dans toutes les librairies, dans toutes les plateformes sur Internet, sur le site des éditions First également. Je serai samedi au salon So Family à Villepinte, où les gens pourront me rencontrer. Le livre sera aussi disponible et puis il est disponible au cabinet pour ceux qui veulent initier peut-être une première approche avec une séance de psychologie. Je les accueillerai, moi et mes collègues, avec plaisir. Il y a un site internet également, n'hésitez pas, Nadège Guillard est disponible à votre écoute. N'hésitez pas à lui faire des retours, à lui poser vos questions, si vous voulez commander le livre. Et puis, n'hésitez pas à aller sur le site de Nadège Guillard et du comptoir psy, c'est à Massy dans le 91. Je pense qu'on a fait le tour, on a tout dit. On a fait le tour sur Instagram, on peut me retrouver aussi sous le pseudo Underground Psy. Underground Psy. Oui, la psy de terrain. Merci d'être venue, Nadège Guillard. Bon vent à vous et on vous souhaite beaucoup de belles choses. Bon courage, à bientôt. Merci de m'avoir accueilli. Au revoir. Les matins d'Aïssa sur Espace. Que de belles histoires encore, et pour clôturer cette semaine en beauté, nous allons parler cinéma, nous allons parler passion du 7e art. Dans un instant, je vous rappelle qu'Espace TV Europe, c'est le nouveau lien de la diaspora, donc sur le bouquet africain disponible sur Free, sur 440, Orange 589 et Bouygues 721, ce sont les canaux. Et n'hésitez pas à nous retrouver également via notre chaîne YouTube où vous pouvez retrouver l'émission en podcast et bien entendu sur les différents réseaux sociaux. À la découverte toujours de ces histoires passionnantes d'Africains, d'Afro-descendants qui font briller le monde et le continent africain, qui apportent leur savoir-faire, leurs idées, leurs imaginations, qui viennent nous raconter leurs belles histoires, leurs parcours inspirants, impactants en direction de la jeunesse et de toutes les générations, des parcours donc ambitieux, des parcours semés d'embûches. On parle aussi de résilience, on parle d'échecs, de réussite, en tout cas d'entrepreneuriat. En tout cas, c'est toujours un plaisir de les accueillir. Nous accueillons également les personnalités du monde culturel de passage à Paris. Ça a été le cas tout au long de la semaine dernière. Beaucoup de personnes qui venaient du Festival de Cannes. Ça va être le cas aujourd'hui avec Sylvain Pouakem Fopa. Il est professionnel du cinéma et de la distribution audiovisuelle en Afrique, basé à Dakar. Depuis mars 2023, il est responsable distribution Afrique subsaharienne pour Pathé BC Afrique, depuis donc les bureaux de Pathé BC à Sénégal, vous l'aurez compris. Et il développe et coordonne la diffusion du cinéma francophone à travers tout le continent. Encore une belle histoire passionnante que nous allons raconter. Bonjour, merci de nous rejoindre, Sylvain Pouakem Fopa. J'espère que j'ai bien prononcé. Très bien. Vous allez bien ? Très bien, merci Aïssa. Et vous? Oui, ça va très bien. Je suis très heureuse de vous rejoindre pour parler de cette passion pour le 7e art. Alors, comment est-elle née cette passion et depuis quand avez-vous été piqué par cette mouche, ce moustique, on va dire? Ouais, bon, je fais quand même partie de ceux qui ont appris dans le tas.
Ouais. Parce qu'à la base, j'ai fait télécom et réseau à l'école. Et j'étais professeur à l'université. D'accord. Jusqu'en master, j'ai fait 4 ans, je donnais des cours. Ouais. Et alors, je suis devenu d'abord exploitant Ouais. avant de devenir distributeur. D'accord. Donc, devenu exploitant par le biais de Magic Land qui construisait le cinéma Ousmane Sembène. Ouais, au Et Sénégal. qui, au Sénégal, et qui, à l'époque, cherchait un profil qui avait un peu un parcours informatique, qui Ouais. pouvait facilement apprendre, facilement comprendre comment ça se passe. Donc, du coup, c'est comme ça, moi, je suis passé des réseaux au cinéma en apprenant avec des professionnels qui venaient de l'Europe, dont de la France, de l'Italie, de la Belgique. Et c'est comme ça que j'ai appris le cinéma progressivement. Alors, vous partagez aussi pas mal de réflexions à travers vos réseaux sociaux. Puis vous étiez également à Cannes, donc à l'occasion de cette édition du Festival de Cannes. Vous avez partagé vos différentes réflexions, notamment sur vos réseaux sociaux. Et notamment, vous avez parlé du pavillon Afrique, que vous dites qui continue de jouer un rôle essentiel comme plateforme de visibilité pour les professionnels du cinéma africain sur la scène internationale. Alors, comment se porte justement cette représentation des films africains? Je sais qu'on a encore beaucoup à faire, puisque seulement certaines régions, ou en tout cas certains pays sont représentés. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Quel est votre regard et qu'est-ce que vous avez vécu à cette édition 2025 du Festival de Cannes? Alors, rapprochez-vous un petit peu. Ok. Allez-y. Bon, alors, j'aimerais dire que déjà sur mes réseaux, je partage du contenu que je connais personnellement. Ouais. Et je partage du contenu où j'ai des sources parce que du coup, on lit constamment. Et je connais personnellement aussi une des fondatrices du pavillon Afrique qui est Aminata. Ouais. Voilà, donc c'est à travers elle du coup que je prends cette information, à travers aussi mes recherches, que je vois un peu, je comprends comment ça marche. Ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est que l'Afrique, un peu le cinéma, on a un problème particulier, c'est qu'on ne fait pas assez de production, on ne produit pas énormément de films. Depuis nous, pendant le Sénégal, depuis qu'on est venu avec Banel et Adama en 2023, je pense pas qu'on a un film encore qui est venu à Cannes depuis ce moment-là pour dire qu'on ne produit pas assez de films. Et je pense qu'on fait pas aussi assez de contenu de qualité. Alors, le pavillon Afrique offre, je pense, les moyens aux Africains qui ont des belles productions Ouais. et qui veulent du coup pendant ce moment pouvoir promouvoir leur production, parce que du coup s'ils ne sont pas sélectionnés à Cannes ou bien dans une des sections du festival, du coup le pavillon Afrique est aussi un espace où on peut avoir des projections privées, des projections où on peut avoir des échanges avec des Avec des personnes et tout, investisseurs, voilà, des des investisseurs et passionnés. tout, voilà. Toutes les personnes de la filière, en tout C'est cas. ça, exactement. Et donc, vous pensez qu'il y a encore beaucoup à faire et qu'il y a un travail, un chantier, en fait, c'est ça? Oui, je pense qu'il y a un chantier qui est compris par certains pays, dont les États de ces pays-là se mettent vraiment au charbon pour que... C'est le cas du Nigeria, notamment? Bon, je parle de la francophone, hein. Ah, là, ok, francophone. d'accord, ok. Le Nigeria, ils sont déjà un peu plus loin par rapport à Parce nous. qu'en fait, ils ont été largement représentés Oui. à Cannes, Cannes, notamment. Et le Maghreb, il y a l'Égypte, la Exactement. Tunisie, le Maroc. Exactement. Quand vous prenez ces pays, c'est des pays qui font plus de 1000 films l'année. Donc, ils produisent énormément de films. Le Nigeria, c'est encore hallucinant. La Tunisie, c'est particulier parce que du coup, ils ont eu, même en termes de chiffres, en salle de cinéma, ils font énormément de chiffres. Et ils ont eu le meilleur film sur l'année 2024. Ouais. Et le film n'est sorti que chez eux. Pour dire à quel point les États de ces pays ont compris que le cinéma est aussi un point de développement. Parce que, du coup, à travers le cinéma, on raconte des histoires, à travers le cinéma, on sensibilise, à travers le cinéma, on fait rêver. Mais si, du coup, les gens n'ont pas assez de moyens pour pouvoir faire des films, et faire des films de qualité, là, ça devient un peu compliqué. Mais je pense que la mentalité commence à changer progressivement. Alors justement, c'est le constat concret que vous faites lors de votre retour du FESPACO via vos réseaux sociaux, un post intitulé Entre rêve et réalité budgétaire. Exactement. Donc ça, c'est la réalité. Et vous pouvez nous parler un petit peu de ce post et les retours que vous avez eus après la publication? Alors, j'avoue déjà que bon, je suis un peu aussi critique cinéma, ce qui fait que je participe généralement beaucoup à des débats de cinéma. Beaucoup confondent du cinéma et de l'audiovisuel. Pour moi, le cinéma, c'est le grand écran.
Ouais. Nous, on voit aujourd'hui beaucoup de porteurs de projets qui ont des très beaux projets, mais qui savent pas comment trouver du financement. Ou bien qui savent comment trouver du financement, mais leur pays n'offre pas de financement. Ouais. Ils sont obligés d'aller faire recours à des... Souvent l'Europe qui finance à la France, surtout beaucoup. Ouais. Et donc, du coup, moi, je dis, ça, c'est pas des films africains, c'est des films français. Je vais donner un exemple comme tout simplement le film italien qu'on a sorti qui s'appelle Io Capitano, Mon Capitaine, de Matteo Garrone. Tout le film, c'est que des acteurs africains. Le scénario est écrit par un scénariste ivoirien qui a fait la marche de la Côte d'Ivoire jusqu'en Italie. Donc, ce qui fait que, mais le film est réalisé et financé par l'Italie. Ce qui fait que c'est un film italien. Mais tout le casting complet, il est africain. Pourquoi est-ce que nous, Africains, on n'a pas les moyens de faire ce genre de film? Parce que nos pays n'ont pas encore compris qu'il faut mettre les moyens qu'il faut dans ce secteur-là. De l'importance de les interpeller ou en tout cas de semer des pistes pour pouvoir avoir ces réflexions et concrètement, en fait, c'est ce que vous faites via vos réseaux sociaux. Alors, il y a aussi le petit Salif Koné qu'on avait reçu, qui a sorti le film Au-delà des illusions, oui. La jeune pépite du cinéma ivoirien. Qu'est-ce que vous pensez de son apport et quel est le regard que vous avez sur le travail de ce jeune génie, on va dire, du cinéma? Ouais. Alors Salif, on s'est rencontrés à Cannes. Il faut se dire que sur le continent africain, il n'y a pas de distributeur de films en soi tel. Nous, quand je dis nous, je parle de Pathé BC Afrique. On est réellement les seuls vrais distributeurs de films sur le continent qui distribuent du contenu local. Parce qu'aujourd'hui, on distribue entre 50 et 60 films l'année. Dans notre catalogue, il y a des films américains, des films africains et des films français. Quand on dit distribuer, ça veut dire quoi, pour qu'on comprenne? Distribuer, un distributeur, c'est un commercial. Le distributeur est l'intermédiaire entre les endroits et celui qui est direct en consommation. Ça veut dire cinéma, salle de cinéma. En fait, vous achetez ou en tout cas vous faites un accord avec le réalisateur pour pouvoir exploiter le film. Oui, si le réalisateur est en droit du film, on fait un accord avec lui. Sinon, c'est les maisons de production ou le distributeur international ou le vendeur international. Il y a des films qu'on acquiert des droits et on paye des minimums garantis. Il y a des films aussi qu'on achète pour pouvoir du coup les distribuer. Donc je disais que nous, du coup, Salif, on s'est rencontrés au FESPACO et il avait un très beau projet. J'ai participé à Yenenga Post-Production d'ailleurs qu'il a remporté et il m'a rapproché en me disant mais grand frère, j'ai un projet et tout. J'ai regardé le film, il m'a beaucoup plu. Mais je me suis dit aujourd'hui il faut que des jeunes pareils, lui il est très très jeune, il faut que des jeunes pareils doivent pouvoir avoir la possibilité de se faire entendre. Et on se fait entendre par son œuvre. Il a une œuvre de qualité, une œuvre qui est osée. Donc, du coup, c'est à nous de pouvoir le pousser. Donc, du coup, je pense qu'il est très talentueux. Il a commencé depuis des années à faire des petits courts-métrages, des petites vidéos sur Internet et tout. Il a participé à des films, des séries comme Obatanga. Donc, c'est quelqu'un qui a un peu, de son jeune âge, il a assez d'expérience quand même. Très bien, donc un petit jeune à surveiller. Alors c'est vrai qu'il y a une autre réalité, ce sont les salles de cinéma en Afrique subsaharienne, notamment qui avaient disparu dans les années 90, mais depuis le milieu des années 2000, la création de salles cinéma ou de multiplex, la rénovation de salles historiques se sont multipliées dans toute l'Afrique francophone grâce à Canal+ Olympia, mais bon, c'est l'extérieur, grâce notamment au cinéma Majestic également en Côte d'Ivoire. Et c'est le cas également pour vous. Vous êtes en 3e position puisque vous représentez en tout cas toutes les 3 entités 2/3 du nombre de salles de cinéma en Afrique francophone. Donc 80% si on exclut les salles des instituts français. Ça a été un gros travail ces dernières années en fait pour réinstaller le cinéma, les salles de cinéma en Afrique subsaharienne. Mais c'est un gros travail et le chantier est toujours en cours. Je pense que c'est à nous de pouvoir attirer ces investisseurs internationaux, de venir pouvoir construire des salles de cinéma chez nous, parce que les gens veulent aller au cinéma. Il y a un fort potentiel. Moi, je dirais toujours, je suis camerounais, mais je suis un pur produit de cinéma sénégalais. Moi, je sais qu'au Sénégal, à l'époque, il y avait énormément de salles de cinéma. Je prends Unité 3, Liberté, 37.5 qui a fermé. Et maintenant, les gens comprennent qu'il faut des cinémas par zone. Et ça vient progressivement. Parce que du coup, cette migration d'équipement a fait en sorte que le matériel de cinéma coûte maintenant excessivement cher. Alors l'Europe a eu de la chance parce que les États, ils ont investi dans cette industrie-là en subventionnant les exploitants des salles de cinéma. Mais nous, en Afrique, on n'a pas eu cette chance-là. Donc beaucoup de salles ont fermé. Et nous, du coup, en tant que distributeur, aujourd'hui, on fonctionne essentiellement sur du DCP. Alors les salles qui n'ont pas de DCP... C'est quoi DCP? Les DCP... c'est un format. C'est un format. C'est le nouveau format de projection numérique.
D'accord. Voilà, ça veut dire Digital Cinema Package. Donc c'est un format beaucoup plus sécurisé, beaucoup plus qualitatif, beaucoup plus grand écran de qualité avec des équipements qui coûtent excessivement cher. Et à l'époque, on avait des bobines. Ouais. Et c'était pas cher du tout. Tout le monde avait une bobine, on changeait, on remplaçait. Mais là, du coup, quand on a migré sur le DCP, alors là, il fallait revoir son investissement et parce que du coup aussi en termes de sécurité, trop de piratage, des copies, des films sur des supports qui ne duraient pas. S'il pleut, le film est gâté. On n'a pas un support numérique, donc c'était un peu ça. Alors, Pathé est un acteur plus récent, donc on l'a dit. Hein, le multiplex de Dakar compte 7 salles, c'est ça, pour un total de presque 1400 places, ouvert en 2022. Il y a aussi le multiplex d'Abidjan, qui comprend 6 salles. Est-ce qu'il y a d'autres ambitions de Pathé ou est-ce que d'autres salles ont vu le jour depuis ailleurs sur le continent? Bon, Pathé, je sais pas, mais je pense qu'ils ont quand même des projets de pouvoir encore s'élargir en Afrique. Mais sinon, en Tunisie, on a 3 multiplex de 21 salles. Ouais. Au Maroc, on a un multiplex de 8 salles. Donc pour le moment, c'est ça, Tunisie, Maroc, Dakar et Abidjan. Et vous gérez la structure au Sénégal à Dakar? Moi, je gère la structure, pas le cinéma. Ouais. Je gère la distribution à partir du bureau de Dakar et je pilote toute l'Afrique subsaharienne. Et donc, concrètement, c'est quoi votre travail où est-ce que vous en êtes? Parlez-nous un petit peu de votre travail au quotidien. Alors, comme je disais, nous, on distribue entre 60 films l'année. Il faut comprendre qu'un distributeur, c'est un commercial. Un commercial, c'est celui qui connaît l'environnement et connaît son produit. Ouais. Alors nous, du coup, on passe notre temps à étudier des films, étudier le marché, comprendre ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et on passe le temps aussi à pouvoir acquérir des films. Parce que pour pouvoir distribuer, il faut un catalogue de films. D'accord. Et quelles sont vos dernières acquisitions, par exemple Là, en ce moment, on a Destination Finale qui est en salle. Ouais. On va sortir... Ça, c'est des films américains, ça? Oui. On sort 80% des films américains. D'accord. Minecraft, Destination Finale, tout ça. D'accord. Et là, du coup, notre prochaine grande sortie, qui est moi je dirais franco-africaine, c'est le grand déplacement de Jean-Pascal Zadi. D'accord. Voilà, donc c'est nous qui distribuons le film. Et on prévoit quand même pas mal d'événements sur le continent africain, notamment à Abidjan. Le film est prévu pour le 27 juin. Oui. Voilà, et en ce moment, on a encore des films qui sont en salle de cinéma, notamment le film Nina Torres de Kadi Touré, qui est présentement à Paris pour le festival Paris-Ivoire. Oui. C'est aujourd'hui et demain? Aujourd'hui et demain, exactement. Voilà. Donc, on a ça et on continue toujours d'acquérir des films. On a le film avec Fally Ipupa, qui est Rumba Royal, qui sortira en décembre. À part ça, on a des films américains comme Jurassic World, Nobody, des films comme ça. Alors, vous avez commencé en tant que technicien projectionniste et vous avez évolué comme ça au fil de votre carrière pour devenir aujourd'hui ce responsable de distribution Afrique subsaharienne. Vous nous racontez un peu votre parcours. Vous êtes né où et comment ça a commencé en fait? Bon, je suis né au Cameroun, précisément dans la ville de Konsamba. Mais non, ma carrière cinématographique commence au Sénégal. Ouais. Comme je disais, j'étais professeur, je donnais des cours de maintenance réseau et télécommunications. Et donc, du coup, je suis arrivé un jour à Magic Land où je voulais organiser un concours de génie en herbe. D'accord. Et je suis très jeune. Le propriétaire m'a regardé et m'a dit « Tu es très jeune, tu es intelligent ». Le lendemain, il m'a rappelé, il m'a donné une clé du bureau, il m'a dit « Ton bureau, c'est là-bas ». Carrément. Ouais. Donc, je connaissais pas pourquoi il voulait m'embaucher et c'était quoi le projet. Bon, il avait tellement confiance en moi. Et jusqu'aujourd'hui, c'est quelqu'un avec qui je suis très reconnaissant. Parce que sans lui, je m'arrêtais à Netflix, Amazon, je connaissais pas c'est quoi le cinéma du tout. Et il avait un complexe de 3 salles du coup qui construisait. Ouais. Et donc j'avais les détails complets. Vous parlez du complexe Ousmane Sembène? Ousmane Sembène, oui. D'accord, ok. Vous avez évolué de 2018 à 2021. Exactement. Donc du coup, j'ai eu la chance d'avoir plusieurs techniciens qui sont venus d'Europe, notamment le défunt qui est un doyen, Pierre Ebolo, qui était technicien de ciné mécanica pour l'Afrique francophone. Et c'est lui qui m'a formé. Donc, c'était d'abord au niveau des équipements. Les équipements, on apprenait. Donc, voilà pourquoi je parle de technicien projectionniste. De ma particularité à moi, en tant qu'exploitant et en même temps avec un profil de distributeur, c'est que je connais la technique aussi. Ouais. J'installe les salles de cinéma, j'installe les écrans. Je peux installer une salle de cinéma de vide jusqu'à ce qu'elle affiche. Notamment, c'est ce qui s'est passé avec le cinéma Lucie Plaza. Donc, c'est moi qui l'ai installé avec un technicien italien qui s'appelle Gianni.
Ouais. Donc à part ça, côté exploitation, j'ai été formé par un Tunisien plutôt qui vit aussi en France, je pense. Il s'appelle Nasser Ayadi, Ouais. qui est chroniqueur radio aussi, je pense, et événementiel. Donc c'est lui qui m'a aussi formé côté exploitation. Et au fil du temps, Vous avez développé aussi beaucoup d'autres compétences, webmaster, community manager, l'informatique, etc. ouais, il faut se dire que vous savez, chez nous le travail n'est pas facile, donc il faut être un peu plus polyvalent. Ouais. Ouais, polyvalent, mais tout en gardant le cap sur ce que tu veux exactement. Donc moi, du coup, on était dans un milieu où il faut pas laisser que l'erreur arrive pour juger qui en est responsable. Et moi, c'est une des choses que je déteste, que c'est arrivé, on me dit que non, c'était lui. Non, moi, je préfère, s'il faut faire, je le fais. Au moins, l'erreur n'arrivera pas pour qu'on essaie de pointer qui devait faire, qui n'a pas fait. Donc, toucher un peu au community management, toucher un peu à la technique. Si le technicien, il est absent, il est malade, moi, je lance des films sans problème. Si les programmations, en fait, je fais des programmations. S'il y a quelqu'un qui n'a pas fait une publication sur Facebook, qui va me faire, moi, manquer des clients à la séance de 18h. En fait, de dépendre de personne, en fait, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Et vous prenez aussi ces valeurs de l'excellence et du travail bien fait, c'est important pour vous? Oui, moi je suis contre ceux qui disent que je suis fatigué, je suis au boulot depuis 10 heures, là il est 20 heures. Mais pour moi, tu étais au boulot depuis 10 heures et là il est 20 heures, tu faisais quoi au boulot? Il faut pas travailler en termes de quantité, il faut travailler en qualité. Quand tu as du travail, tant qu'il n'est pas fini, il faut bosser. Il faut pas bosser pour bosser. Il s'agit pas de faire, il s'agit de bien faire. Vous êtes un bourreau de travail. Voilà, Moi, il faut par travailler. exemple, je peux le dire, par exemple, quand je rentre, parce qu'après, nous, les femmes, après, quand on rentre à la maison, Ouais. le travail est continu. On va s'occuper des enfants, on va s'occuper de la maison et tout. Donc, Ouais. si on a passé 10 heures au bureau, c'est quand même légitime de dire, j'ai travaillé 10 heures, je suis fatiguée, non? Non, mais 10 heures au bureau, il y en a qui sont couchés sur un canapé, il y en a qui sont sur leur téléphone, ou bien ils sont en train de regarder un film, ou bien ils sont en train de sillonner, ils n'ont quasiment rien à faire. Mais vu qu'il faut faire 8 heures de travail, ils sont là à ne rien faire. Pendant ces 8 heures-là, au travail, moi, je préfère plutôt faire un travail de qualité. De me dire que si je n'ai rien à faire, je ne fais rien. Si j'ai à faire, tant que j'ai pas fini, je bouge pas. C'est ça, en fait, ne pas rester toute la journée et se dire qu'on a à faire alors qu'on n'a rien à faire du tout et faire la personne très occupée, très fatiguée. Pourtant, du coup, parce que chacun de nous a les mêmes 24 heures. Tout le monde a 24 heures chaque jour. Tout dépend de chacun, qu'est-ce qu'il fait de ces 24 heures. Moi, mes 24 heures sont utilisées la seconde près et j'essaie vraiment de pouvoir ne pas perdre mon temps à dire que je suis occupé alors que je ne fais rien. Et en fait, quand vous parlez de ça, est-ce que c'est une réalité que vous vivez en terre africaine? Est-ce que c'est particulier? Peut-être, souvent on dit, par exemple au Sénégal, moi je suis originaire du Sénégal, il y a certains jeunes, ils veulent rien faire et c'est un peu compliqué. Est-ce que justement ce constat vient de ça? Oui, ça vient de là et ça vient aussi même de ceux qui copient mal les habitudes. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un, pour se faire un peu grand, il va faire comprendre qu'il n'est pas disponible demain, qu'il n'est pas disponible après-demain, et que vous dites qu'il a un calendrier chargé, qu'il va vous voir peut-être dans 4 jours. Pourtant, tous ces 3 jours-là, il ne fait absolument rien. Mais voilà, il veut se passer un peu intéressant, voilà. Mais c'est mal copié, ces habitudes-là. Aujourd'hui, il faut utiliser son temps efficacement. Ça, c'est ce qu'on voit. On voit chaque jour. Chaque jour. Le patron, il prend son café, il dit qu'il n'est pas disponible. Il prend son café, il peut parler. Donc, mais c'est ce qu'on vit. Mais après, des fois, on peut prendre son café tranquillement, sans avoir de bruit. Moi, quand je me réveille le matin, personne ne doit me parler. C'est un exemple. À la maison, quand on rentre à la maison en train de manger, il y a l'enfant qui vient, papa, à l'école, j'ai besoin de temps, et on est en train de manger, mais l'enfant, il part, on le reçoit. Ouais, là, ça, c'est autre chose. Voilà, mais c'est pareil dans la vie. Aujourd'hui, si les mains sont occupées, les oreilles, ils s'écoutent. Et du coup, c'est des valeurs qu'on vous a inculquées pendant votre enfance, tout ça? Moi, je pense que si vous voyez même dans mes tenues, moi, je ne prône pas de valeurs. Je prône une identité. Ouais. C'est-à-dire, j'ai une identité que j'ai et que je défends. Aujourd'hui, on a perdu un peu cette identité de se dire que bon, qui je suis, d'où je viens et est-ce que je vais maintenir ça ou pas. Moi, j'essaie de pouvoir maintenir cela. Cette identité de parenté, cette identité de se dire qu'il faut être disponible pour l'autre, cette identité de se dire qu'il faut toujours être à l'écoute. L'attention, c'est très important. Bravo en tout cas pour cet état d'esprit, ce mindset et la fierté également de vivre en terre africaine et d'essayer d'apporter sa pierre à l'édifice dans le 7e art. On voit que c'est très passionnant pour vous. C'est comme un défi en fait, c'est ça? L'Afrique est tout simplement le plus beau cadeau qu'on a en tant qu'Africain. Et aujourd'hui, pour moi, j'ai toujours dit que j'ai la possibilité de vivre partout.
J'ai grandi dans plusieurs pays, donc je peux avoir plusieurs nationalités. Mais j'ai gardé ma nationalité camerounaise et je vis au Sénégal. Je suis au Cameroun régulièrement. Pour moi, c'est le plus beau cadeau que je puisse avoir en tant qu'Africain. Et vous confirmez que le Sénégal est le pays de la teranga? Le Sénégal a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Le Sénégal, c'est vraiment la teranga. Je ne suis pas dérangé au Sénégal une seule fois. Vous parlez Wolof? Je parle très bien Wolof. Ah bon? Je parle très bien Wolof. Je parle Swahili, je parle Lingala, je parle beaucoup de langues. Ouais. Bravo. Ouais. S'il y a des jeunes qui nous regardent aujourd'hui, qui sont passionnés de cinéma, qui ont envie de faire des choses, que ce soit dans la réalisation ou d'autres métiers, parce que on le sait, c'est important de le rappeler qu'il y a plein de métiers autour du cinéma et beaucoup de possibilités. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces jeunes qui nous regardent et qui veulent investir ce champ du 7e art africain? Alors, le cinéma aujourd'hui, c'est comme l'informatique. Les gens aujourd'hui, moi je me rappelle à l'époque quand je disais que je suis informaticien, on pensait que je faisais des photocopies. Alors que dans l'informatique, il y a 10 000 branches. Il y a du design, il y a de l'infographie, il y a du réseau, de la télécommunication, il y a de la programmation, du développement web. Dans le cinéma aussi, c'est pareil. Il y a des cadreurs, il y a des monteurs, il y a ceux qui font de la post-prod, il y a des réalisateurs, il y a des producteurs, il y a des distributeurs, il y a des scénaristes. Tout dépend de ce qu'ils veulent faire. Alors, le savoir-faire, beaucoup disent qu'on est avec... Moi, je dis non. Le savoir-faire, ça commence d'abord par la discipline. Il faut juste être discipliné. Quand on est discipliné, avec beaucoup de courage, avec beaucoup de persévérance, on arrive à pouvoir faire ce qu'on veut. Mais si on n'est pas discipliné, on va se dire que bon, on travaille pour de l'argent. Non. Oui, excusez-moi, oui. Mais il reste son homme, mais c'est pas le... Non, le but, c'est de ne pas faire ce qu'on aime. Le but, c'est de pouvoir faire ce qui donne de l'argent. Ouais. Et avec l'argent qu'on a gagné, on fait ce qu'on aime. Ouais. Donc moi, ce que j'aimerais dire à ces jeunes-là, c'est de faire un travail, de faire une chose qui vous donne de l'argent. Et avec cet argent-là, vous faites ce que vous aimez. Ou ce que vous aimez, excusez-moi, et ce dont vous êtes passionné. Parce que tu peux beau aimer une chose, belle passion et tout, mais à quel prix? Aujourd'hui, on a beaucoup de travail qui sont des promotions canapé, surtout pour des femmes. C'est très déplorable. On va la juger aujourd'hui pas par rapport à son bagage intellectuel. On va regarder, ah ouais, toi, tu es belle, toi. Non, mais elle est venue pour travailler. Elle est venue parce que dans la tête, elle a quelque chose. Mais aujourd'hui, si du coup, elle faisait un travail qui lui a apporté de l'argent, elle a son propre argent. Elle peut du coup développer ce qu'elle aime avec, sans aucune contrainte. Donc, c'est ça mon conseil. Fais ce qui te donne de l'argent et avec de l'argent, fais ce que tu aimes. Comment on fait pour vous suivre sur les réseaux sociaux? Où est-ce qu'on vous trouve? Dites-nous un peu. Alors là, peut-être je parlerai d'un point particulier aussi. Allez-y. Je parlerai du festival Écran Noir, qui, pour la première fois cette année, je pense que c'est du 20 au 27 septembre. Pour la première fois cette année, ils ont mis comme thème de leur festival la distribution. D'accord. Alors, vous allez y prendre part? Oui, j'ai un atelier. J'ai un atelier sur la distribution au festival Écran Noir qui va durer 3 jours. C'est où? Au Cameroun, à Yaoundé. D'accord. Donc déjà, pour ceux qui sont à Yaoundé, au Cameroun, et ceux qui sont à l'extérieur et qui aimeraient déjà venir participer à cet atelier, qui peut faire 2 après des distributeurs, bah, ils seront la bienvenue. Écran Noir, c'est le plus grand festival de cinéma d'Afrique centrale. D'accord. Voilà. Donc je connais la promotrice, elle a été venue une fois nous... La 30e édition. Je pense Hélène. Ouais, c'est ça. Voilà, dans le promoteur, le délégué, c'est Basek Bakobio. Donc cette année, il a fait confiance à un jeune réalisateur camerounais qui est très talentueux, Narcisse Wonji, je ne sais pas si vous connaissez, il a fait Ben Skin. Voilà, donc c'est lui qui est un peu à la baguette cette année. Donc du coup, ils ont un thème qui s'appelle la distribution. Voilà là où il faut me retrouver cette année d'abord. Et à part ça, c'est sur les réseaux sociaux, je suis sur LinkedIn. J'ai les mêmes noms sur tous les réseaux sociaux, c'est Sylvain Fopa. LinkedIn, Instagram, Facebook, voilà, donc on peut me retrouver partout. Et Sylvain Fopa, F-O-2-P-A. On a fait le tour, est-ce qu'on a tout dit? Est-ce qu'on a oublié quelque chose, Sylvain Fopa? Je pense qu'on a rien oublié. On n'a rien oublié et tout ce que j'aimerais te dire, Maïssa, c'est merci. Merci de m'avoir reçu pendant mon court séjour à Paris. C'est un plaisir. Et je pense que je reviendrai. Avec plaisir, la porte sera toujours ouverte. Merci beaucoup d'être venu nous parler de 7e art en terre africaine. Sylvain Pouekem Fopa, à très bientôt sur l'antenne d'Espace TV Europe. Une nouvelle ère s'ouvre sur Espace TV Europe. Préparez-vous à réveiller vos matins avec énergie, bonne humeur et authenticité. Aïssa Thiam, l'animatrice de renom, retrouvez-la chaque matin pour une matinale exceptionnelle.
Infos, débats, invités, musique et surprises au rendez-vous. Bonjour à tous, je vous donne rendez-vous très bientôt sur Espace TV Europe. À très vite. Dès lundi, démarrez vos journées avec Aïssa Thiam